Alors bonsoir, c'est François Payotte qui vous souhaite la bienvenue au Centre de l'Universalité pour cette conférence en compagnie de Daniel Kemp. Je vous rappelle tout d'abord le spécial de la soirée, c'est-à-dire que si vous achetez votre billet ce soir pour la prochaine soirée de Daniel Kemp, vous pouvez avoir gratuitement l'une de ces cassettes sur la liste qui en comporte une centaine. Alors ça, c'est à l'achat ce soir du billet pour la prochaine conférence, qui aura lieu donc vendredi prochain à 20 heures et qui aura pour titre La crise de l'évolution. Je rappelle également que mercredi prochain, il y aura un mini-séminaire sur l'organisation donné par Daniel Kemp. Ce mini-séminaire est gratuit pour les personnes intéressées et il débute à 19h30 mercredi prochain. Les personnes qui veulent y participer doivent réserver à l'avance et pour cela voir M. Mario Gosselin à la pause. On accueille maintenant M. Daniel Kemp. Bonsoir Daniel. Alors, il doit être question ce soir du stress. Ça me fait penser un petit peu aux fables de La Fontaine, les animaux malades de la peste. Ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient atteints. Il semble que cette maladie qui jette plus particulièrement son dévolu sur les enfants de Caïn, ce qu'on appelle en ésotérisme les enfants de Caïn, c'est-à-dire les bâtisseurs, les industrieux, le monde occidental. Bref, le monde qui se débat dans la jungle de la réussite sociale, de la performance et du modernisme. Il semble que les pygmées, eux autres, ils connaissent pas ça, le stress. Est-ce que le stress, c'est relié à nos conditions de civilisation industrielle moderne? Bon, le stress est une faculté qu'a l'humain, pygmée ou non, de résister sans cesse à tout ce qui tend à le transformer. Plus l'humain a la faculté de vivre longtemps, plus il tend à accumuler du stress, donc plus il tend à un moment donné à exprimer des maladies pathologiquement reliées au stress. Alors, si on regarde la durée de vie d'un pygmée comparativement à la durée de vie d'un Québécois, alors on a plus de chances de rencontrer des maladies reliées au stress chez les Québécois parce qu'ils vivent de 2 à 3 fois plus longtemps que les pygmées. Le pygmée qui est assujetti à un culte des morts, à un culte des ancêtres, vit aussi un stress. Il a peur d'être ensorcelé, il va voir un sorcier, il a peur de ne pas payer, rétribuer suffisamment le sorcier, il aime, il n'aime pas, il va à la chasse, il a peur de manquer de nourriture. Alors il vit lui aussi le stress de l'évolution, stress qui est relié au fils de Seth, au fils de Caïn, aux deux parties de l'humanité. Le stress que vit le pygmée, il est relatif ou proportionnel à sa taille aussi, par rapport à nous autres 6 pieds. Oui, on peut parler des Tassadais qui sont un peu plus grands et qui vont vivre un stress équivalent aux pygmées. La nature a bien fait les choses. Hein. Pauvres Africains. Elle nous en a pas mis plus qu'on pouvait en supporter. Il y en a qui mesurent 6 pieds et 7 pieds. C'est ça, le stress de l'évolution, ce n'est pas le stress matériel, ce n'est pas le stress physique, c'est-à-dire que si tu soulèves un poids trop longtemps, tes muscles vont finir par être stressés, tu peux avoir des crampes, tu peux avoir des problèmes, tu peux échapper le poids. C'est un stress physique. Le stress psychologique peut, à la longue, innerver le corps physique et entraîner chez celui-ci un stress physique. Mais le sujet qui m'intéresse ce soir, ce n'est pas le stress physique qui est l'expression terminante du stress de l'évolution, mais plutôt le stress de l'évolution qui est la cause même du vieillissement et des mortalités chez l'humain. Donc sur un plan psychologique. Au minimum. Au minimum. Alors, vas-y de tes questions. Et si on le prend le stress sur un plan cosmique, sur son origine ou ses racines? Au minimum sur le plan psychologique. Et évidemment, je vais aborder le stress au niveau du plan cosmique. Mais ce soir, je vais te laisser poser des questions. OK. J'espère que ça te stresse pas trop. Oui, alors ça me stresse énormément parce que je m'attendais pas du tout à ça. Alors le stress, ça serait peut-être quelque chose. Le stress est créé par une situation où la personne n'est pas en attente de l'imprévu, en quelque sorte. La résistance. Un Allemand a inventé le mot stress lorsqu'il parlait, je ne briserai pas ton crayon, mais je vais quand même m'en profiter pour expliquer, il parlait de la résistance qu'opposait une matière à une transformation, à un mouvement. Et à un moment donné, si le mouvement restait le même, lentement, la matière se stressait. Et après quelques temps, le stress finissait par être tellement grand que la matière se rompait. On a par la suite employé le même terme, stress, au niveau de la psychologie, pour parler des mécanismes qui font que
L'être humain vit une tension. Et le terme vivre une tension vient aussi de la physique, du génie civil. Une tension appliquée sur un corps crée un stress sur ce corps. Donc, une tension appliquée sur le verre crée un stress sur le verre et à un moment donné, le verre se rompt. Je ne suis pas fou. Autant que je ne casse pas ton crayon, je ne casse pas le verre. Lorsque l'humain vit une tension, qu'est-ce que l'on veut dire? L'on veut dire qu'un mécanisme de sa psychologie oblige son corps à émettre une impulsion électrique qui oblige une musculature à continuellement à être contractée inutilement. Mais le stress de l'évolution, ce n'est pas le stress de la matière, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une personne, elle a toujours une épaule, elle a toujours un muscle contracté. Le problème, c'est que la psychologie émet continuellement la même impulsion et elle va être enregistrée par le cerveau pour être communiquée par la suite au système musculaire. Au niveau pathologique, le médecin va dire, vous avez un stress physique, alors on va vous donner un calmant, on va vous donner un antipsychotique, on va vous donner léger, on va vous donner du Valium, on va vous donner des choses comme ça, histoire de calmer les muscles. Donc, d'empêcher la psychologie de s'exprimer, la psychologie stressée de s'exprimer dans le corps, stressant le corps. Mais ça, c'est une chose que la médecine ne soigne pas, mais du moins arrive à pallier relativement bien. Pourquoi la psychologie s'intéresse-t-elle à enregistrer continuellement ou à exprimer continuellement le même genre d'impulsion à l'intérieur du corps physique? Ce qui crée le stress. Pour expliquer cela d'une façon psychocosmique, disons, sachons ceci, c'est que votre pensée, elle vit lorsqu'elle pense. Votre mémoire, elle est capable de se rappeler à la condition qu'elle soit énergisée, nourrie. Alors automatiquement, lorsque l'humain vit quelque chose de bien, il aime se le remémorer, c'est-à-dire qu'il aime le rappeler, il aime le revivre dans un continuum psychologique qui n'a rien à voir avec la réalité, qui fait partie de l'illusion de l'ego, mais il aime le revivre. Et le revivant, cette mémoire reste. Lorsque un mécanisme qui est difficile à comprendre pour l'humain, c'est que quelle que soit l'expression de sa psychologie, cette expression doit s'exprimer. Alors, si vous avez un problème chez vous, si vous avez un mal, si vous avez une peur, si vous avez une angoisse, cette peur, elle tient à vivre, alors elle va tout faire pour s'exprimer. La psychologie de l'humain, la psychologie de l'homme ancien, elle doit s'exprimer parce que s'exprimant, elle imprime. Elle se mémorise elle-même, c'est-à-dire qu'elle a expérience de sa propre expression, donc elle peut s'identifier à elle-même, et de là, elle découvre qu'elle existe, donc qu'elle vit. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes malheureux, votre malheur va tendre à s'exprimer autant que si vous êtes heureux. Vous ne pouvez pas décider d'exprimer du bonheur. Vous exprimez l'état qui s'exprime. Si vous êtes peureux ou si vous avez une angoisse, vous allez exprimer l'angoisse. Vous ne pouvez pas décider d'exprimer autre chose. Lorsque l'humain essaie de lutter pour exprimer autre chose, c'est ce que l'homme ancien appelle le contrôle. Essayez de prendre une expression qui tient à vivre et l'écraser par une autre expression qui tient à vivre et qui apparemment, selon le contexte moral, spirituel, évolutif, religieux, etc., serait mieux. Le courage serait mieux à exprimer que la peur. Mais le courage rend plus malade que la peur. La personne qui est paresseuse ne subit pas nécessairement le même genre de pathologie que la personne qui contrôle sa paresse et qui travaille malgré qu'elle est paresseuse. Il faut bien comprendre que dans votre psychologie, les mécanismes qui la constituent doivent exister, doivent vivre, ont soif de vivre. Ayant soif de vivre, elles veulent s'exprimer. Vous êtes des êtres pacifiques et un jour on vous donne un coup sur l'épaule accidentellement et vous devenez un être colérique. Vous êtes un jour patient, un jour impatient. Vous êtes un jour dans une quiétude et un jour vous êtes inquiet. Vous êtes une pluralisation de mécanismes psychologiques qui tous tendent à s'exprimer. Elles veulent toutes ces formes psychologiques vivent. Alors l'humain essaie, c'est ce qu'il appelle l'évolution, contrôler. La partie qui apparemment est plus bénéfique, c'est-à-dire que l'humain ne peut pas en goûter la saveur, mais la partie qui vibre mieux, qui vibre plus de sa psychologie. C'est ce que nous appelons normalement les phénomènes spirituels, une spiritualité.
Ces mécanismes vibrant plus ont le privilège d'être exprimés plus fréquemment que les mécanismes vibrant moins, être exprimés consciemment. Cela veut dire que les problèmes qui vous habitent, si vous ne les exprimez pas consciemment, lentement, ils vont tendre à s'exprimer à l'intérieur de votre corps physique par deux voies majeures, le système musculaire et le système endocrinien. Alors, ces mécanismes qui ne s'expriment pas consciemment, qui ne font pas partie de ce que vous appelez votre évolution, mais qui font partie de ce que moi j'appelle votre involution, s'expriment par le biais de votre corps physique, créant le stress matériel, le stress physique, la maladie dans le corps physique. Tous ces mécanismes veulent s'exprimer. Une personne qui n'est jamais en colère, mais qui de temps en temps aurait l'impression de vouloir être en colère, mais qui arrive à se contrôler, finit par en être malade. La colère saura s'exprimer. Parce que la colère, c'est une partie de l'humain. La peur, c'est une autre partie de l'humain. L'amour psychologique, c'est une partie de l'humain. La gaieté, c'est une partie de l'humain. Et les parties hautement vibratoires ont le privilège de s'exprimer consciemment, tandis que les autres sont refoulées et s'expriment d'une façon inconsciente. Et lorsque c'est inconscient, ça ne peut pas être contrôlé. Et lorsque ça ne peut pas être contrôlé, on arrive toujours à des déboires, des maladies, des puisements d'énergie, ce qui fait que lentement la gaieté diminue, le courage diminue et on finit par se ramasser dans un état relativement involué de l'évolution. L'homme nouveau apprend à transmuer ce qui est négatif chez lui. Quand je parle négatif, ce qui tend à détruire le corps physique, ce qui tend aussi à détruire la probabilité d'évolution chez l'humain. Un humain qui est peureux, qui a peur, a un problème. C'est une forme négative, une forme insuffisamment vibratoire qui, pour pouvoir évoluer, tend à s'ajuster en diminuant une forme vibratoire hautement évoluée. Chaque problème qui vous habite tend à monter en énergie pour évoluer. Et chaque partie que vous avez très haute tend à rester où elle est. Mais l'évolution chez l'humain, c'est une évolution qui est mécanique. Alors automatiquement, ce qui est haut descend pour permettre à ce qui est bas de monter jusqu'à temps qu'un point d'équilibre soit atteint. Et ce point d'équilibre, il coûte cher. Il coûte cher pourquoi? Parce que si vous êtes nerveux, malade, peureux, mais qu'en même temps vous comprenez ce qu'est votre vie, ce que vous faites sur la planète Terre, alors à un moment donné, vous ne serez plus malade, moins peureux, mais vous comprendrez moins. La cigarette, elle permet cela. La cigarette, elle permet d'aller chercher ce qui est en haut et de le baisser. Donc, automatiquement, elle donne à ce qui est en bas et automatiquement, on va vers un équilibre. La boisson fait un peu la même chose. Et c'est pourquoi la majorité des humains qui fument ne doivent pas arrêter pour l'instant de fumer, même si ça pollue leurs poumons. Ils peuvent commencer à respecter les non-fumeurs, mais ce n'est pas nécessairement le temps qu'eux autres arrêtent. Parce que ce qui va arriver s'ils arrêtent de fumer, c'est que tout ce qui est en bas va vouloir aller chercher l'énergie de ce qui est en haut, de ce qui est spirituel chez eux. Et ce qui est spirituel va lutter pour contrôler ce qui est en bas. Alors évidemment, la personne elle a de fichus problèmes d'adaptation. Comprendre le mécanisme du stress de l'évolution, comprendre l'intelligence de l'acceptation de la transformation. Pas l'acceptation imbécile, l'acceptation de la transformation. Cela veut dire cesser de résister. Et je dis cesser de résister, tout à l'heure, je vais sans doute le dire un peu plus violemment, de façon à ce que les parties égoïques basses chez vous saisissent ce que ça veut dire. Si nous prenons le crayon et que je tends à le plier, à un moment donné, je le stresse, et si le stress est trop prolongé ou trop violent, je brise le crayon. Si je prends du papier et que je le plie, il ne résiste pas autant que le crayon, ce qui fait que son stress est d'autant plus diminué. Alors, je peux accoler le papier et il n'y a pas de problème. Le papier, il est stressé, mais un stress tellement infime comparativement au stress du crayon qu'il pourra rester longtemps dans cette position. Si je le stresse un peu plus, je finis par l'adapter, comme le crayon, je le brise. Mais la brisure n'étant pas aussi violente que celle du crayon, je peux ramener le papier, le contre-stresser et lui redonner presque sa forme du départ. Le crayon, je ne peux pas. La psychologie chez l'humain, c'est la même chose. Il y a des mécanismes chez vous qui vous embêtent et qui vous nuisent.
Et il y a des choses formidables chez vous qui essaient de s'en sortir. Mais l'évolution de l'homme, ce n'est pas que le bon côté fuit le mauvais côté. C'est ça le problème chez l'humain. C'est que le bon côté se devra d'amener le mauvais côté à devenir le bon côté. On ne peut pas fuir la misère humaine en se dirigeant vers un paradis. On entraîne toujours avec le paradis l'enfer de l'humanité. Alors l'humain doit être capable de transmuer ce que moi j'appelle l'enfer en quelque chose de yavique, de paradisiaque, en quelque chose d'évolué, de divinisé, de supramentalisé. Et pour cela, il faut que l'ego, il faut que vous, en tant qu'humain, cessiez de résister. Votre résistance à vous-même crée le stress de l'évolution qui vous rend malade et qui lentement vous tue. Pourquoi l'évolution est-elle si difficile? Pourquoi l'évolution n'est-elle pas facile? Pourquoi l'évolution n'est-elle pas plaisante pour l'humanité? Parce qu'il résiste. Parce qu'il veut et il ne veut pas. Parce que la partie spirituelle veut monter en vibration et la partie qu'on a oubliée ne veut pas, elle, être laissée là encore. Elle ne veut pas être oubliée une deuxième fois. Alors, lorsque vous voulez évoluer, vous vous adressez toujours aux parties hautes de votre humanité, de votre ego, de votre expression. Et en vous adressant aux parties hautes, vous créez un mécanisme qui oblige les parties basses de votre évolution, de votre être-té, à rester là. Celui qui veut être pacifique, celui qui veut être en paix, celui qui veut aimer les autres, finit par se dire, je vais oublier ceux que je n'aime pas et je ne penserai plus à eux autres. Ou quand je vais les voir, je vais leur envoyer des pensées d'amour. Je t'aime quand même, mon cochon. C'est ça que ça donne. Dieu te pardonne quand même. Quand même. Voilà. Alors, quand même, mon cochon. C'est la même chose. Alors, l'humain essaie d'oublier les basses parties de sa psychologie pour n'exprimer consciemment que les hautes parties. Et ça, on voit ça dans des milliers de sectes. Il y a des sectes à pile sur le bord des bouches de métro qui attendent le monde et qui sont là, toutes béatifiants, toutes pleins de supposément bonne énergie. Et quand vous vous rapprochez d'eux, lorsque vous avez la sensibilité qu'il faut, alors vous vous rendez compte qu'ils vous têtent votre énergie, mais qu'ils ne vous en donnent pas. Même si expressivement parlant, ils donnent l'impression d'en donner. Lorsque l'humain oublie son fond de culotte pour faire évoluer la tête, à un moment donné, ça sent mauvais. Ça stresse. Vous avez des peurs, vous connaissez la peur. Vous connaissez la honte. Vous connaissez l'angoisse, la jalousie, la colère. On peut en nommer plusieurs. Vous connaissez différentes formes de peur. Vous connaissez l'avarice, qui est une forme de peur. Et ces choses, lorsque l'humain se dit non, moi, ça fait longtemps que, parfait. Si tu gagnes, par exemple, à la loterie, tu ne seras pas aussi généreux que tu l'as pensé avant de gagner. Le temps que l'humain n'est pas confronté, il dit ne pas connaître. Lorsque l'humain est confronté, il se stresse. Parce que non seulement il refuse d'avouer qu'effectivement il connaît ce bas-fond de lui, ce qui crée un stress, mais en plus, le bas-fond veut maintenant se servir de la possibilité d'être exprimé pour évoluer. Lorsque vous avez peur pour deux raisons. Premièrement, la peur s'exprime pour s'auto-engendrer de façon à poursuivre son expression. Pourquoi, lorsque vous avez peur, votre cœur s'accélère-t-il? Pourquoi transpirez-vous lorsque vous avez peur? Pourquoi n'êtes-vous pas capable d'avoir simplement peur, sans entraîner le corps physique dans l'expression de la peur? Pourquoi? Parce que lorsque la peur a la possibilité de s'exprimer consciemment, lorsque la peur peut être conscientisée, lorsque vous savez que vous avez peur, la peur, elle tient à rester là. Et si le cœur s'accélère, si vous transpirez, ça énergise la peur dans la psychologie, alors celle-ci continue à s'exprimer. La honte, c'est la même chose. La jalousie et la colère, c'est la même chose. Pourquoi devez-vous casser quelque chose, taper, crier quand vous êtes en colère? Pourquoi est-ce nécessaire que ce phénomène s'exprime?
Parce que ce phénomène a besoin d'évoluer. Chaque partie de vous-même a besoin d'évoluer. Mais l'évolution de l'humanité, l'évolution des religions organisées, l'évolution spirituelle, l'évolution sociale, oblige la partie haute de l'humain à une évolution en essayant de refouler la partie basse de l'humain, en essayant de l'oublier. Mais ce qui vous empêche d'avancer, ce n'est pas votre manque au niveau du haut, c'est vos problèmes au niveau du bas. Lorsqu'un humain rencontre quelqu'un qui s'approche de lui, qui lui dit « Ta face me déplaît », et si l'humain ne trouve rien à dire, il n'y a rien qui s'exprime. Mais il n'y a rien qui va s'exprimer non plus à l'intérieur dans le corps physique. Et l'énergie exprimée par l'autre lui revient en plein visage. Lui commence à être stressé. Celui qui ne répond pas parce qu'il ne se passe rien chez lui peut manger un paquet de coups. Mais c'est pas plus grave que ça. Ça se soigne drôlement plus rapidement que tous les stress. Êtes-vous capable, pendant 1 minute, d'essayer de vivre sans ego? Autrement dit, êtes-vous capable, pendant 1 minute, d'essayer de vivre au-delà du bonheur? J'ai parlé longuement, à un moment donné, sur le fait que l'humain se prenait au sérieux. Lorsque l'homme se prend au sérieux, il se stresse. Je parle à quelqu'un ici dans la salle et je lui dis qu'il gaspille son argent, il est dépensier, ou dépensière, pour viser plus juste. Et s'il se passe quelque chose chez la personne, bien c'est ça. C'est qu'il y a un mécanisme qui nuit, qui tend à vouloir sortir, et il y a quelque chose chez la personne qu'on appelle l'ego. Mais le mécanisme qui nuit est aussi égoïque, sauf que c'est un ego qu'on ne connaît pas. On a beau lui donner des noms d'inconscient ou de subconscient, etc., mais ça ne change rien. Et la personne automatiquement résiste. Pourquoi ne sommes-nous pas capables de parler des défauts de l'humain? Parce qu'il ne veut pas en entendre parler. Qui, chez lui, ne veut pas en entendre parler? Celui qui se perfectionne. Savez-vous ce qui nuit le plus à l'humain? Ce n'est pas ce qui est involué chez lui. C'est ce qui est évolué. Rencontrez un prêtre et demandez-lui si de temps en temps ça lui arrive d'avoir une érection. Sa partie évoluée ne voudra jamais répondre. Pas la partie involuée. Elle va même pouvoir te le montrer. Demandez à n'importe qui, demandez-vous-le entre ceux qui vous connaissent, si vous êtes capable de ne pas vous haïr après. Demandez-vous des choses. Demandez-vous si vous êtes capable. Demandez-vous si vous souffrez encore de honte de votre corps physique. Plusieurs d'entre vous ne seront pas capables de demander à l'autre. Qu'est-ce qui vous empêche de le demander? Ce qui est évolué chez vous, pas ce qui est involué. Demandez à quelqu'un de vous parler de sa façon d'haïr. Et vous allez voir qu'il y aura une guerre dans les parties évoluées, pas dans les parties involuées. Lorsqu'une personne est strictement évoluée, donc lorsqu'une personne n'a même pas conscience de ces mécanismes qu'on appelle animaux, mais qui n'ont foutrement rien à voir avec les animaux, comme la colère, la jalousie, la honte et ces choses-là, elle est un danger public, elle est un danger collectif. Je ne dis pas que les basses parties chez vous sont les meilleures. Je dis que les basses parties chez vous ne sont pas le frein majeur de votre évolution. C'est les parties évoluées chez vous. Regardez ceci, comment ça se passe. Et l'humain, dans sa psychologie, recrée continuellement dans sa société les mécanismes qu'il vit chez lui. Lorsque des personnes commencent à évoluer, qu'est-ce qu'elles font? Elles se coupent de ceux qui évoluent pas aussi vite. J'appelle ça un snobisme. Snobisme de l'évolution. Oh, mais moi, j'ai fait tel séminaire. Oh, moi, j'ai suivi tel cours. Moi, j'ai lu tel livre. Lui ne peut pas comprendre. Et qu'est-ce qui se passe? Ça crée une société de fous. Ça crée une société où on a des personnes qui peuvent avancer, mais qui sont continuellement écrasées par ceux qui ont été oubliés.
Et c'est la même chose dans l'ego, dans chacun de vos égos. Il y a des parties chez vous qui finissent par dire, oh, moi, la colère, moi, parle-moi-en même pas. Moi, je vis en paix. Mais il y a des mécanismes dans la personne qui peuvent porter le nom de colère. Ils ne sont pas exprimés. Mais si on sait comment aller les chercher, ça va sortir. Mais c'est ces mécanismes-là qui sont oubliés, qui servent de poids pour empêcher l'humain d'évoluer plus rapidement. Mais qui veut les laisser tomber? Ce qui est évolué. Non seulement celui qui évolue oublie les autres, mais il s'oublie. Exactement comme de dire, mon corps physique, ça n'a pas d'importance. Vous oubliez une partie maîtresse de votre cheminement d'évolution pour essayer de ne travailler que la partie qui apparemment fonctionne. Qu'arrive-t-il dans une société? Prenons l'exemple d'une école. On a un professeur qui discute, on a une école où les professeurs sortent de la même université, donc ils ont tous le même barème de pédagogie. Mais à un moment donné, un professeur découvre que les enfants changent. Après 5 ans, les enfants ne sont plus les mêmes. Les enfants qui rentrent à l'école sont d'une autre forme de génération. Et ce professeur commence à comprendre leur psychologie, commence à comprendre les choses, et il n'en parle pas aux autres. Il essaie d'en parler un peu aux autres. Les autres, premièrement, vont dire « oui, oh non, oui, oh non ». Alors, à un moment donné, il se restreint dans sa propre classe, il fait des choses, et il oublie le reste de l'école. Ses élèves ont de la difficulté à communiquer avec les autres. Et lui, il ne veut plus communiquer avec les imbéciles, les autres profs qui ne comprennent plus rien. Et à un moment donné, on doit l'expulser de l'école, celui-là, même s'il a raison. Pourquoi on doit l'expulser? Parce qu'il fait mal à tout le monde, parce qu'il nuit. Oui, c'est le plus évolué, oui, je comprends. Mais maintenant, il est tellement évolué qu'il ne peut même plus s'ajuster aux autres. Ça crée un problème. Lorsque l'humain commence à s'améliorer, il ne doit pas attendre d'avoir une partie de lui très, très améliorée pour s'occuper de son propre enfer. Il ne sera plus capable. Lorsqu'un humain extrêmement évolué dans une sphère et extrêmement évolué dans un autre rencontre un être qui est relié de l'intelligence, celui qui est relié de l'intelligence se doit de maudire la partie d'en haut autant qu'il maudit la partie d'en bas, s'il veut communiquer avec l'énergie mentale ou l'intelligence de l'individu. Et évidemment, la partie spirituelle, la partie évoluée, ne comprend plus rien. Pourquoi qu'on me rejette? Lorsque je parle, on me demande, oui, mais l'homme nouveau, il n'aime plus la paix. Non, l'homme nouveau, il aime la paix. Quand vous avez un peuple en paix, une armée en paix, un drapeau de paix, puis une guerre civile à l'intérieur du pays, c'est beau parler de la paix. C'est une vraie farce. Lorsque l'on regarde la ville de Montréal, et on dit que c'est une ville qui est riche, oui, mais ça pourrit dedans. La pauvreté, elle est là, elle existe. Et même si elle est étouffée, elle est là. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive à un moment donné que ceux qui travaillent sont obligés de payer ceux qui ne travaillent plus, ceux qu'on a oubliés, ceux qu'on n'a pas instruits, ceux qu'on a laissés pour compte. Et c'est ceux-là qui, à un moment donné, et ce n'est pas parce qu'ils sont méchants ou parce qu'ils veulent, ils ont été obligés, ils ont été éduqués à dépendre du reste de la collectivité. Alors, à un moment donné, économiquement, ça va mal. Le pays est en faillite. On ne l'annonce pas, faut pas. Mais le pays est en faillite. Quand on a des milliards de dollars de dettes et qu'on ne peut pas couper où on donne trop, mais qu'on doit aller chercher plus où on en prend déjà trop, c'est une faillite. C'est la même chose dans la psychologie, dans l'évolution de l'humain. Le stress, le refus d'accepter. Vous êtes bons. Vous êtes tous pacifiques. On peut aller chercher chez vous et faire exprimer cette bonté, ce pacifisme, avec des œuvres de charité, par exemple, avec des marches, avec des jeûnes, avec des choses. Parce que vous en avez toutes. Mais vous êtes colérique. Vous vous chicanez de temps en temps.
Vous oubliez la paix d'un autre moment donné. Vous n'êtes plus bon. Un bras dedans. Ça va faire mal. Vous allez devoir ouvrir la porte pour sortir le bras. Dans quel état? Plus vous allez attendre, plus ça va être dégradé. Lorsqu'un humain, lorsqu'un homme, lorsqu'une femme, lorsqu'un enfant apprend qu'il a des défauts, bon, parce qu'il a été éduqué à être normal, il va dire, ben oui, c'est sûr, tout le monde a des défauts. Et si la personne qui lui parle lui dit, non, je parle de tes défauts, tu as des défauts. Alors là, il commence à résister. La partie évoluée ne veut rien savoir. Alors on se défend. Toi aussi, t'en as. Qu'est-ce que ça vient faire là? Ça n'a rien à foutre. Si pour comprendre votre problème, vous devez attendre que celui qui peut vous le faire comprendre n'en ait plus, l'attendre longtemps. Lorsque vous rencontrez un psychologue, si vous avez un problème psychologique, la première chose à ne pas faire, c'est de dire, toi le psychologue, prouve-moi que tu n'as aucun problème, sinon je ne te trosse pas. Rencontrez un médecin et dites au médecin de vous prouver qu'il a une santé merveilleuse. Sinon, vous n'acceptez pas qu'il vous guérisse. Il n'y aura plus un seul médecin qui va travailler. Je me suis cassé une jambe, puis le médecin qui est venu me voir, il boitait. Tu sais, veut dire, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ouais, mais toi, tu boites. C'est correct, je peux t'en envoyer un qui ne boite pas. C'est un spécialiste en obstétrique, par exemple. Mais il ne boite pas. Faites jogging tous les matins. Lorsque votre concubin, votre concubine, lorsque votre femme, lorsque votre mari, lorsque vos enfants, lorsque vos patrons, lorsque vos employés, lorsqu'un autre humain parle de vous, parce que lui vous a vu ce que vous refusez, vous essayez de le détruire. Et qu'est-ce qui essaie de le détruire? Pensez pas que ce qui est de mauvais chez vous, c'est ce qui est d'évoluer chez vous. Il y a donc tous ces objectifs que l'on s'est fixés soi-même ou qui nous ont été fixés par la culture ou la société, le cadre dans lequel on évolue. Ces objectifs qui sont souvent bien trop élevés pour ce qu'on est capable d'atteindre et donc qui créent par le biais de la performance des défis à relever, créent cette tension, cette frustration, ce stress, ce burn-out à la longue. Et aujourd'hui, on nous dit, bien, c'est pas compliqué, si vous souffrez de stress, bien, j'ai vu ça encore hier soir à la télévision, bien, apprenez donc à faire du yoga, apprenez à méditer, apprenez à relaxer, ou prenez du Valium, etc., pour soigner la cause du stress. Mais en fin de compte, est-ce qu'il n'y aurait pas une façon d'évoluer dans laquelle on pourrait envisager de ne pas laisser entrer le stress en évoluant peut-être à son propre rythme et sans accepter justement ces défis, ces objectifs qui nous sont imposés par la société? Évoluer à son propre rythme veut dire évoluer d'une façon anégoïque, sans ego. Parce qu'automatiquement, lorsqu'on a un ego, on est confronté à évoluer en compétition. Compétition intrinsèque à l'ego, ce qui crée d'ailleurs le stress de l'évolution, l'ego qui se compétitionne lui-même, et compétition par rapport aux égos des autres. Ne plus résister. Essayez à un moment donné, moi je le sens, je le vibre, juste à en parler, ça me transporte. Essayez à un moment donné d'être capable de pouvoir parler, de pouvoir se faire dire ce que l'on perçoit d'un individu. Je prends quelqu'un dans la salle et je commence à lui dire ses qualités et ses défauts. Et la personne se sent limpide lorsque je lui en parle. Alors automatiquement, elle accepte de ne plus résister. Et elle va évoluer d'une façon effarante, sans stress. Faire du conditionnement physique, c'est d'obliger tous les muscles à s'épuiser, ça décontracte. Faire du yoga, ça décontracte. Mais le yoga n'amène plus l'évolution qu'il a permis à l'humanité dans l'Antiquité.
L'humanité a maintenant atteint le maximum que ce que le yoga pouvait transmettre génétiquement. Sauf que le yoga permet encore de rajeunir. Ça permet par le fait qu'on s'étire d'expulser des stress, c'est-à-dire simplement ceci, c'est qu'à la longue, lorsqu'un muscle est toujours en contraction, et présentement, il y en a qui ont des muscles de la colonne vertébrale, des muscles du dos, des muscles respiratoires, il y a différents muscles qui sont en contraction inutile. Lorsque ces muscles sont en perpétuelle contraction, ils finissent par sécréter des toxines, de l'acide lactique entre autres. Et ces toxines-là finissent par obliger le muscle à travailler de plus en plus dans des conditions pénibles. Ça fatigue, ça stresse. Lorsque les cellules musculaires sont continuellement stimulées, il vient un moment donné où elles doivent se rupturer, elles meurent. Le fait de faire du yoga, le fait de faire différents exercices, permet au corps physique d'expulser l'acide lactique, d'expulser différents mécanismes, différents principes, ce qui donne l'apparence, c'est-à-dire ce qui permet pendant un laps de temps dans les muscles, le yoga va aussi attaquer les muscles lisses, les muscles involontaires, mais habituellement dans les muscles volontaires, une espèce de repos de ce stress. Mais le stress n'est pas nécessairement relié au cerveau. Le stress n'est pas nécessairement relié à la musculature. Ce qu'il faut comprendre, c'est exactement comme le Valium, c'est que si on élimine la voie consciente de l'expression du stress, on n'élimine pas le stress. Une personne qui fait du yoga ou qui fait plusieurs exercices et après 2-3 salutations au soleil, s'assoit en position du lotus, elle devrait normalement être plus apte à se faire dire des bêtises. Mais j'ai rencontré des yogis qui m'ont dit que je brisais leur harmonie, que je perturbais l'énergie. Bref, qui me disaient que leur technique était bonne à la condition qu'on leur foute la paix. Ce n'est plus évolutif. C'est palliatif. C'est bon. C'est palliatif. C'est très bon. Mais ce n'est pas évolutif. Chaque fois que vous résistez, mercredi dernier, j'ai fait un mini-séminaire sur l'organisation où j'ai été non pas violent, enfin pas de mon côté, insistant sur certaines choses. Les personnes ont été stressées, certaines personnes, ceux que je visais, ont été stressés. Ils résistaient. On avait des personnes relativement intelligentes, ça a bien été, ils ont résisté juste ce qu'il fallait pour que ça paraisse intéressant. Mais êtes-vous capable de recevoir bêtise après bêtise sans en sentir le moindrement de culpabilité, sans en ressentir quoi que ce soit? Pourquoi, lorsqu'une bêtise est réelle, exacte, résistez-vous? Et pourquoi, lorsqu'une bêtise est fausse et inexacte, résistez-vous? Parce que c'est important pour vous ce que l'autre va penser. C'est pas utile. Mais ça crée chez vous de l'importance. Vous voulez être bien. Vous voulez être ce que vous recherchez. Vous voulez être des êtres civilisés. Vous voulez être des êtres évolués. Vous voulez être ce que vous avez comme concept de ce que vous devez être. Et vous ne voulez pas décevoir. Même si vous décevez déjà. Vous ne voulez pas savoir dans quel état vous êtes. Vous préférez continuer à imaginer dans quel état vous êtes. Même si ça n'a aucune correspondance avec la réalité. Et ce mécanisme est tellement faussé chez l'humain qu'à un moment donné, même ses qualités, il les baisse, et ses défauts, il les monte, et il essaie de se créer lui-même un juste milieu qui n'a rien à voir avec la réalité. Tu es pourri dans certaines choses, mais t'es bon en vache dans d'autres. Oh, me sens pas trop, tu sais, je suis bon en vache. Puis pourri, là, tu sais, veut dire, il y en a qui sont bien pires que moi. Alors, la qualité réelle, c'est pas de flattage d'ego. La qualité réelle, normalement, l'humain, exagère pas.
Et le défaut, oh! Mais si vous êtes pourri dans certaines choses, je ne parle pas dans une technique, je parle au niveau de l'évolution. Observez-vous, puis voyez-le. Vous ne pourrez jamais changer, jamais aider cette partie de vous si vous la reniez. Et la qualité formidable, les choses qui ont déjà une évolution relativement avancée, si quelqu'un vous en parle, dites pas non. Ça veut dire que l'ego entretient à grands frais une façade qu'il appelle sa personnalité À grand et il fait. ne veut pas perdre la face. Et c'est ça qui crée le stress chez lui. C'est une partie du stress, ça. Maintenant, il y a aussi les gens qui veulent à tout prix exercer un contrôle, une domination, un contrôle. C'est plus juste sur la matière ou par exemple sur leurs finances. On va les appeler des avares. Et ces gens-là, j'ai remarqué qu'ils souffraient souvent de constipation. Mais regarde tout. Ça veut dire que s'il y a une rétention au niveau mental, la peur de perdre un peu d'argent, de dépenser de l'argent, il y a une rétention qui se fait aussi au niveau des intestins. Et le même stress dans la psychologie a son impact donc sur le corps physique encore. Ça, c'est toujours. Souvent, on peut avoir une correspondance presque immédiate et directe comme celle que tu viens de faire là, puis on pourrait même en nommer d'autres. On peut parler, par exemple, de la majorité des myopes qui ne sont pas myopes de naissance, sont des personnes qui sont renfermées sur elles-mêmes et qui, à un moment donné, finissent par ne plus vouloir voir l'extérieur. Alors, ils ont une vue qui est extrêmement réduite, ce qui fait qu'ils sont contents dans leur monde, mais ils ne veulent pas connaître le monde extérieur. Le presbyte, souvent qui est presbyte jeune, est souvent une personne qui a le nez fourré des affaires des autres tout le temps. Alors, il voit loin, mais il voit plus proche. Et là, on a des relations presque immédiates. Alors, évidemment, je ne parle pas d'accidents, je ne parle pas de génétique, même quoi qu'encore là, on va avoir la même expression. Alors, il y a plusieurs pathologies qui sont instantanément la copie du stress psychologique, mais pas toujours. Et c'est ça qui est insidieux, c'est dangereux. Alors, moi, j'ai des bons yeux, puis je vois de proche, puis je vois de loin, donc je suis pas une personne qui a le nez fourré des affaires des autres, puis je suis pas une personne qui est refoulée. Ben, c'est facile, tu montes sur une table, puis tu me lâches un gros cri, on va savoir si tu es refoulé ou non. La personne n'est pas capable, ben voilà, elle a beau avoir des bons yeux, elle est quand même refoulée. Alors, il faut faire attention. Mais effectivement, de temps en temps, on a des correspondances qui sont presque miraculeuses. Il y a des gens qui sont stressés parce qu'ils sont toujours en train de refouler leur agressivité, justement, ou leur colère. Parce qu'il évolue. L'humain est stressé parce qu'il évolue. Plus un être humain dans une société est involué, moins il est stressé. Allons dans des pays sous-développés. Le stress, ils ne connaissent pas ça. Ils se font tuer, il y a des dangers de guérilla. Ils connaissent le stress. Mais c'est pas un stress qui a la même valeur que le nôtre. Ils sont dans ce que... Prenons un humain de notre société, plaçons-le chez tes pygmées, il viendrait fou raide, le stress se cassera en mille morceaux. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'agressivité plutôt que la refouler et créer du stress? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une énergie comme ça? Faut l'intelligencer, faut l'observer, faut... Est-ce que ça se transmute? Est-ce que ça se canalise dans autre chose? Je sais pas. Parce qu'une énergie, est-ce qu'on peut la supprimer ou bien est-ce qu'on la transmute? Est-ce que... On ne supprime pas une énergie, elle est transmuée. Et quand on parle de canaliser différemment, il faut s'entendre. Une énergie qui est parfaitement pure et qui est mal canalisée crée des résultats négatifs. Elle, tu la recanalises. Si on parle de l'agressivité, bien souvent, c'est une énergie à transmuter. Donc, ce n'est pas une énergie à recanaliser. Elle est bien canalisée. C'est-à-dire que si tu frappes un muscle, tu te casses un poignet, canalise-la sur quelqu'un d'autre. Là, tu vas la recanaliser. Mais si tu veux la transmuer de façon à ce que cette agressivité ne naisse plus chez toi, jamais. Tu ne canalises pas l'énergie, elle est transmuée, donc elle n'a plus de siège chez toi. Bon. Et les gens qui se font un point d'honneur de se faire reconnaître comme étant bons, et est-ce que c'est pas une forme d'agressivité qui est refoulée, cette supposée bonté là? Est-ce que c'est pas en fait comme quelque chose qui risque d'exploser à n'importe quel moment? C'est-à-dire que celui qui veut se faire reconnaître bon a une partie qui est assez évoluée pour comprendre la bonté. Il a tout le reste de son sous-sol, de sa cave qu'il rend comme ça. Cave. Il a sa bonté en haut et il veut tellement ne pas voir sa cave qu'il faut aussi que les autres le reconnaissent bon pour pouvoir toujours lui confirmer qu'il est cela. C'est encore partie de la façade. Mais oui, c'est ça. C'est une partie évoluée puis un amassé qui est involué. Alors, à un moment donné, si tout remonte en haut, il y aura un gros problème. Ça va éclater. J'ai vu une fois dans un des séminaires que tu donnais qu'il y avait une section
où tu développais le thème de la colère mentale. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec faire disparaître le stress, par exemple? Bon, la colère mentale, c'est un séminaire. La colère mentale, c'est un mécanisme qui fait disparaître premièrement le stress, mais qui oblige aussi l'individu à comprendre les mécanismes extrêmement bas de sa personnalité, de sa psychologie, de ces mécanismes qui servent de poids à son évolution, de façon à ce que ces mécanismes puissent ressortir. Alors, disons, comme la colère mentale, c'est même presque violent. Dans l'apparence de l'expression, évidemment, on parle de colère, mais ce n'est pas une colère psychologique, c'est une colère mentale qui place des choses. Quelle différence il y a entre eux? La colère psychologique, c'est une colère qui est générée par le vouloir de l'expression des mécanismes involués chez l'individu. Alors, à un moment donné, je viens pour boire, je renverse de l'eau, et puis là, tabarnak! Bon, je continue. C'est ça la colère psychologique, tu comprends? Bon. Ça, c'est la colère psychologique qui s'en va dans des mécanismes qui, normalement, virent tout croche. La colère mentale, je renverse encore de l'eau, et là, je m'observe moi. Je peux faire une colère mentale qui est tout à fait relaxe en disant, bon là, je vais faire attention. Je vais prendre mon verre, je le réchappe. Je commence à bouillir. Je suis écœuré d'être écœuré de ne pas être capable. Mais pas par rapport à un concept, par rapport à de l'intelligence. C'est stupide de ne pas être capable de prendre le verre. J'ai un exemple du verre là. Pourquoi c'est stupide? Parce que ça n'a pas d'intelligence. L'humain finit par, à travers un séminaire, l'humain finit de toute façon par arriver à le comprendre, mais ça, la vie aussi l'instruit. L'humain, il n'a pas le choix à différencier ce qu'est une chose intelligente d'une chose qui n'est pas intelligente. Moi, je suis intelligent, mais ce que je fais n'a pas de sens. Seul l'humain intelligent qui fait des choses inintelligentes peut arriver à la colère mentale. Alors, à un moment donné, là, je me dis, non, là, je vais le prendre. Il n'y a plus d'eau dedans, ça n'a aucune importance. Je le prends. Si je l'échappe encore, je vais commencer à crier. Mais là, c'est mon énergie mentale qui crie pour essayer de faire en sorte que la partie haute de ma personnalité finisse par cesser de résister à la visualisation de l'être-té telle qu'elle est. Autrement dit, François, tu es une personne qui est stressée. Alors toi, tu dis, ben non, ben non. Mais si on te le répète souvent, plusieurs te le disent, à un moment donné, tu vas rentrer dans ta chambre, tu vas peut-être brailler, tu vas crier, tu vas être en beau maudit, tu vas là faire une colère mentale. Mais elle peut être assujettie en même temps à une colère émotive, psychologique. Est-ce qu'il y a un lien avec les cris que l'on pousse dans les arts martiaux et ce genre de Ben, situation? aujourd'hui, ça ne fait plus trop ce qu'ils font, mais disons qu'il y a déjà eu un lien avec ces choses-là. Oui. Ça va servir. Le kiai, là, C'est qu'il y a deux formes de kiai. Il y a un kiai qui va être le kiai le plus courant qu'on emploie, c'est un kiai qui permet d'exprimer le stress à l'extérieur de façon à ce que l'autre puisse le gober, donc ça va accumuler un stress chez lui. Et le temps que lui observe ce stress, ça crée 1/1000 de seconde qui permet soit de placer un mouvement, soit de donner un coup, etc. Mais il y a une autre forme de kiai qui est développée au niveau des PMC, kiai diaphragmatique, qui amène des résultats drôlement plus intelligents et efficaces que simplement l'expulsion de la psychologie. Ce kiai psychologique, on s'en sert dans certains séminaires pour, disons, arriver à une libération au niveau de l'émotivité déjà inscrite dans le corps physique chez les personnes, mais ce n'est pas tout à fait pareil. La colère mentale, c'est au-delà, c'est beaucoup plus. C'est qu'à un moment donné, tu en arrives quasiment à maudire Dieu, à crier après tout. Et soudainement, il y a un vide autour de toi, il y a comme un calme, une plénitude. On dirait que là, on te laisse en paix. Pas longtemps. 2, 3, 4 jours, et puis après ça, la merde recommence. Bon. C'est une espèce de grande momentanée, comme une prise à la terre. C'est que la colère mentale, c'est une dynamisation de l'énergie mentale qui finit par permettre un peu plus d'ajustement au niveau de la pensée, donc d'instruire l'ego. Autrement dit, c'est que la colère mentale, ça donne un maudit coup de pied à tout ce qui est en bas et à ce qui est en haut, de façon à ce que ça s'unisse un peu plus pour se placer plus haut. Autrement dit, c'est que tu as un élastique. L'humain est élastique, c'est d'ailleurs le stress est causé par l'étirement de cet élastique. La partie évoluée, dissociation, spiritualité et enfer. Alors on monte, ça étire entre les deux, il y a un lien qui s'étire, c'est le stress. Lui veut monter, et pour monter, il est tellement pesant qu'il retarde l'autre. Lui veut couper le lien et s'en aller. La colère mentale, c'est un peu comme si l'énergie mentale venait donner un coup de poing là-dessus, fermer la boîte à l'autre, les placer ensemble, puis les placer où ils doivent être. Alors la personne, là, elle se sent mieux après. Mais il faut faire attention, la colère émotive
peut engendrer une colère mentale. La majorité des humains qui font une colère mentale la font toujours en même temps, en parallèle avec une colère émotive. La colère mentale, et là, ceci d'intéressant, tu parles, par exemple, à des mécanismes astraux. Parlons de la conscience collective. La conscience collective, c'est tout ce qui, à un moment donné, finit par vous collectiviser. Hier, j'étais avec un auditeur à la radio et je me suis permis de lui de discuter avec de façon à ce qu'il arrive à comprendre ce qu'était le collectivisme. Par 3 fois, je m'y suis pris. Par 3 fois, il a peut-être compris, mais il n'a pas réussi à y échapper. Alors, je lui posais une question et c'était pas long que, ben évidemment, si on regarde tout le monde, bon voilà, là, il commence à être collectif. Je ne peux pas répondre pour lui. Êtes-vous heureux? Bah, pas plus que les autres. Bon, oublions ça. Lui, oublions ça. La colère mentale, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, le gars va dire, suis-je heureux? Ben, si je regarde les autres, les autres, allez-vous me ficher la paix avec ça! Puis après ça, il est ben relax, ben normal, son pouls pas accéléré, colère mentale. Tandis que celui qui va faire une colère émotive, colère émotive. Alors, il y a une nuance majeure entre la colère mentale et la colère émotive. L'une est destructrice même si elle aide. La colère émotive détruit. Mais c'est un palliatif à la colère mentale, l'humain en a besoin. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des gens qui vont sortir d'ici plus stressés qu'ils n'étaient quand ils sont rentrés? Continue, tu es en train de les déstresser. Ben, je reviens à cette question du milieu de... Si elles sont stressés, c'est parce qu'ils résistent. Alors, c'est 2 affaires. La question du milieu de l'entrevue, à savoir s'il était possible de vivre sans laisser pénétrer le stress. Est-ce qu'il y a une Bon, clé? le stress ne pénètre pas. Le stress, ce n'est pas un phénomène physique, ce n'est pas un phénomène que l'on respire, ce n'est pas contagieux. Qu'est-ce que ça te ferait? J'ai demandé ça dernièrement à Guy la semaine dernière. Si je te lançais mon verre d'eau au visage, Ben, si c'était... mais entre toi et moi, ça ne fout rien. Oui. C'est-à-dire qu'il y a rien là. Ben, je veux dire, on peut pas continuer à poil. Non, tu restes mouillé simplement. Ouais, oh, j'aime pas ça, moi. Ça te stresserait. Absolument. Mais je sais que tu es capable, même si tu ne peux pas Non, nécessairement non, non, le vivre. compte pas là-dessus sur ce que tu sais, là. Non, non. Oublie ça, là, ce que tu sais, et moi, là... Suppose pas, là, je dispose, moi. Non, non. Tu m'adisposes quand tu Quelle est supposes. l'intelligence de ce stress? Je ne te demande pas de réponse. Quelle est l'intelligence de ce stress? Pourquoi François devrait-il être stressé si je le rose au complet? Il y a plusieurs ici. Ben, Là, je vois plusieurs mondes qui aimeraient bien que écoute, François me rose. Bon, je vais te répondre. Pourquoi je serais stressé? Parce que je me dis que tu aurais un maudit problème à vouloir arroser le gars qui est à côté de toi. Oui, alors ça, on appelle ça une intellectualisation, donc une défense du mécanisme. C'est ce que tu es en train de faire. Non, c'est ce que tu fais, toi, en expliquant cela. Regarde ce que je veux dire. Pourquoi l'être humain doit-il être stressé? La première fois que j'ai jeté de l'eau à terre, mon patron est venu bleu. Il est habitué depuis, ça fait... Il est habitué, centaines maintenant, de ça fois fait que tu le partie. fais. Oui, c'est ça, ça fait partie. Je lui ai dit que j'arrosais pas toujours la même place. C'est habituel. Maintenant, il n'est plus stressé. Il a acheté une machine pour ramasser l'eau aussi. S'il n'est plus stressé, quelle est la différence avec la première fois que je l'ai fait et maintenant? Il n'y a pas de différence. Sauf que la première fois, c'était stressant. Qu'est-ce que ça peut faire à un humain d'avoir une tache sur son linge? Ah, il va falloir qu'il lave. Oui, oui, d'accord, mais pourquoi il est stressé en plus? Il y a déjà assez qu'il faudra qu'il lave. Pourquoi il faut qu'il soit stressé? Si tu es tout mouillé, tu es tout arrosé, c'est quoi le problème? Pourquoi es-tu stressé? Tu vas me dire, oui, mais c'est désagréable. Oui, ça, c'est que je suis d'accord. Mais c'est pas une raison d'être stressé. C'est désagréable. C'est pas une raison pour vouloir se faire arroser. Mais si ça arrive, mais ça empêche quoi, l'eau? L'être humain n'en meurt pas. Il pleut dehors et là, il y a un paquet de personnes stressées et on ne sait plus et on y va. Oui, mais combien de fois vous êtes fait mouiller sans rien changer à votre vie? Mais vous avez été stressé.
L'été, on se promène, on se fait arroser par un enfant ou par quelqu'un veut nous jouer une farce, puis ça stresse. Pourquoi? Pourquoi l'être humain se stresse-t-il dans ce genre de mécanisme? Parce qu'il se prend au sérieux, ça va de soi, mais est-ce qu'il y a une intelligence? Quand je parle d'intelligencer le mécanisme, c'est de simplement de voir s'il y a quelque chose dans ce mécanisme du stress. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et comme tu dis, c'est peut-être la clé, ça, le fait de se prendre au sérieux, c'est ce qui permet d'être attaqué ou D'être stressé. par le stress, oui. Eh oui, mais si tu intelligencies, si tu n'as pas la faculté, par exemple, toi, mettons, tu te prends encore au sérieux, je préfère te viser toi que viser les autres. On comprend d'ailleurs. Pourtant, je suis pas tout seul ici. Non, effectivement, mais disons, c'est ça. C'est ton rôle, alors je le dis quand même pour les personnes. Je ne déteste pas François, je l'adore. Je ne pourrais pas faire le travail sans lui. Il a besoin de quelqu'un à un moment donné. Je veux dire, pourquoi? Qu'est-ce que c'est intelligence? Intelligence, ça veut simplement dire que même si tu te prends au sérieux, tu as quand même ta faculté mentale qui, elle, ne peut pas se prendre au sérieux. Elle ne vit pas ce mécanisme-là. Alors, elle peut dire, bon, là, je suis tout crispé, je suis tout mouillé. Mais c'est débile, c'est niaiseux. C'est niaiseux. Le mental est capable de demander, est-ce qu'il y a de l'intelligence à être comme ça? Est-ce qu'il y a de l'intelligence? Non. Il faudra que je me change. Oui, je me changer de même, c'est encore plus dur. L'énergie, tu es capable d'intelligencer le mécanisme. Tu as une crevaison, tu es sur le métropolitain et c'est stressant. Pourquoi? Pourquoi? Tu es en état de survie, là, sur le métropolitain. Oui, mais pourquoi être stressé? Ça va changer quoi? Tu as juste à te retourner, aller voir arriver à 100, 120, 130. Oui, mais pourquoi être stressé? Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument rien. Si tu es capable de regarder le trafic et de te dire, bon, là, ça revient à 100 km à l'heure, ça exagère, 140, 160. Oui, mais pourquoi être stressé? Pourquoi ne pas être intelligent? Pourquoi ne pas intelligencer l'événement? Pourquoi ne pas observer ton stress? Il est stupide. La crevaison, elle est peut-être stupide aussi, mais elle est là. Le stress, il est là. Pose-toi la question, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est bien? Alors, sans être... Demande-toi pas si c'est normal. C'est normal, tout le monde le fait. Pas bon pour autant. Alors, je suis pas stressé et je saute gentiment en bas du pont. Sacré de l'emploi. Je m'en vais jouer dans le trafic avec les autos. Mais vois-tu l'intelligence du stress sur le métropolitain? Non. Peut-être que je lui devrais la vie à ce stress-là. Bon, ça, c'est bien que tu amènes ça. Ça, c'est bien ça. L'homme ancien amène souvent ce genre de réflexion. Si je ne suis pas stressé, si je ne suis pas peureux, ben, je vivrai pas longtemps. Si j'ai pas peur du feu, ben, je vais me brûler. Si j'ai pas peur de traverser la rue sans regarder les yeux fermés, tu sais, je vais me faire tuer. C'est bien évident. Si j'ai pas peur de rencontrer un ours puis d'aller y gratter à bedaine, tu sais, c'est Ou pas un problème. la belle-mère. On n'a Ou pas la tous belle-mère. un ours à la maison, mais une belle-mère, il y a de fortes chances. Effectivement, alors si j'ai pas peur, je pourrais pas vivre. Êtes-vous d'accord avec ça, que si vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas stressé, vous pourrez pas vivre? Si vous êtes d'accord avec ça, vous êtes tous d'accord pour dire que vous n'êtes pas intelligent. Et moi, je sais que l'humain n'est pas intelligent. Il est intellectuel, il est expérimenté. Et dans ce qu'il n'a pas d'expérience, il a l'air fou. Donne-moi une raison intelligente de traverser un boulevard les yeux fermés. Ben, il n'y en a pas. Aveugle de naissance. Oui, mais les yeux fermés, il n'y en a pas. Alors pourquoi, si vous n'avez pas peur, allez-vous le faire? Ben, vous ne le ferez pas plus. Le stress ne vous a pas sauvé la vie. Dernièrement, il y a une personne qui me disait, j'ai été campé, à un moment donné, il y a un ours qui est approché, on a vu, alors on a couché dedans la Jeep, et le lendemain matin, l'ours avait pénétré dans la tente et tout ça. Une chance qu'on a eu peur de l'ours, sinon on aurait couché dans la tente. Mais oui, mais moi je lui expliquais que je connais des personnes qui n'ont pas peur des ours et ils savent ce qu'un ours peut faire, alors il aurait couché aussi dans la Jeep, et il n'aurait pas eu peur. Va chercher un garde forestier, est-ce qu'il va avoir peur? Non. Mais il n'ira pas coucher en dessous de l'ours. Mais il n'a pas peur pareil. Le dompteur de lion, il a-tu peur de ces lions? Pas nécessairement. Mais est-ce qu'il s'en va se recouvrir de sang et dormir dans la cage aux lions? Non, pas nécessairement non plus. Est-ce que c'est la peur qui l'empêche de faire ça? La peur, elle est utile, elle a été utile. Le stress, il est utile aussi. Sauf que maintenant, il faut arriver à comprendre la mécanique du stress pour arriver à s'en sortir. La peur, elle est là pour empêcher l'inintelligent de mourir. La peur, elle n'est pas là pour sauver l'intelligent.
Pourquoi ne manges-tu pas tel genre de champignons? Ben, j'ai peur qu'ils me tuent. Parfait. Mais moi, je n'ai pas peur et j'en mangerai pas. La peur n'est pas utile. Je prends de l'eau, j'en ôte un peu pour pouvoir moins te mouiller, toi, et je confisque ton verre. Ah bon? Je prends cette eau. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Vas-y. Ah, moi, ça me dérange pas du tout. Moi, j'ai prévu. Ce qui est intéressant, moi, j'ai même deux autres habits. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que présentement, tu stresses le monde. Oui, mais suppose pas que je suis assez spirituel pour pas te l'envoyer. Bon, Hein. moi, je te connais, je m'en fous. Je te connais, je m'en fous, il n'y a pas de problème là. Maintenant, ce qui arrive, c'est que pourquoi ce mécanisme du stress split? Si, en recevant un bol d'eau par la tête, tu peux apprendre des choses, le stress, la résistance, l'orgueil va t'empêcher d'y aller. Faut être assez spirituel pour apprendre quelque chose en prenant un verre Non. d'eau sur la tête. Ça dépend des circonstances. Ça dépend des circonstances. C'est pas tellement faire appel à son intelligence, il me semble. Ça, c'est de la résistance. C'est de l'expérience, apprendre de cette façon-là. Non, ça, c'est de la résistance. Et présentement, là,